Merci, docteur, pour votre concision. On aura l'occasion, avec les questions, de faire préciser un certain nombre de points, si vous le voulez bien. Comme annoncé, monsieur le rapporteur, Jean-Jacques Lozac, vous avez la parole. Oui, docteur. Donc vous avez notamment exprimé les difficultés que vous rencontrez au quotidien, en particulier en ce qui concerne la délivrance de moyens. Vous avez notamment évoqué ces 3 antennes qui ont fermé. Je crois que c'est tout à fait symptomatique des difficultés rencontrées. Quels sont les publics en particulier qu'il serait souhaitable de sensibiliser et qui aujourd'hui ne le sont pas ou pas suffisamment? Quelles sont les actions qu'il faudrait développer et quels sont les messages que vous faites passer à travers un certain nombre d'opérations? Et parmi ces messages, quels sont les plus efficaces, les plus opérationnels? Pour reprendre la dernière partie de votre question, je ne sais pas quels sont les messages les plus efficaces. Je pense que c'est la répétition du message sous des formes différentes qui va être efficace à terme. Quant au public, vraiment, tous les Français sont concernés parce que quand on n'est pas soi-même sportif de compétition, on est forcément parent d'un sportif. Et donc on doit veiller à ce que le sportif que l'on connaît, que l'on surveille en quelque sorte, ne s'adonne pas au dopage. Et j'ai reçu effectivement en consultation dans le cadre de l'antenne la mère et la sœur d'un sportif qui me disaient il veut essayer tous les médicaments qui traînent. Bon, voilà un exemple. Ce n'est pas un public directement sportif, mais c'est l'entourage familial. Donc il faut sensibiliser bien sûr les sportifs eux-mêmes, mais aussi les éducateurs sportifs, l'entourage familial et puis les médecins. J'ai entendu dire ces temps-ci que les médecins étaient surchargés de travail parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et je crois qu'on a annoncé la première baisse du nombre de médecins. Mais le médecin a des grippes à soigner, il a des cancers à soigner, il a des insuffisances cardiaques, etc. Le dopage, pour lui, est une question tout à fait secondaire puisque ça concerne a priori des gens qui sont encore en bonne santé. Et le médecin ne pense pas que ces sportifs qui sont en bonne santé vont devenir des malades sérieux à cause du dopage. Cette coordination nationale de vos actions de prévention, c'est vous qui l'assurez? C'est le ministère? Comment ça se passe? Normalement, nous travaillons sous la tutelle du ministère. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'actions d'entreprise par le ministère depuis qu'il a récupéré cette mission après la création de l'AFLD. Auparavant, nous étions sous la tutelle du CPLD, qui avait le mot prévention également dans son titre. Que l'on soit séparé de la lutte contre le dopage, ça ne me choque pas du tout, mais il n'y a plus personne qui s'occupe réellement de nous. Donc pour la coordination, sans avoir les moyens de nous réunir, c'est un peu difficile. Donc à côté de cette tutelle officielle, nous avons créé une association Loi 1901, celle que je préside, et nous essayons de faire vivre ces antennes. Mais je sens bien que la motivation qui était vraiment très forte au début est en train de s'émousser. Et qu'un certain nombre de responsables ne croient plus à l'efficacité possible de ces antennes puisqu'on les délaisse. Dans les messages qui sont délivrés par le ministère, les antennes sont bien souvent oubliées. Nous étions l'an dernier, je crois, ou il y a 18 mois, je ne sais plus, à une réunion organisée par le ministère et au moment de la pause, Jean-Pierre Bourrelli nous montre une affiche qui venait de sortir, éditée par le ministère, sur la prévention du dopage. Et bien entendu, les antennes n'étaient pas mentionnées dessus. Il a ramassé son affiche et n'en a plus reparlé. Vous pouvez nous présenter de manière très, très concrète, très pragmatique, je dirais un schéma type d'antenne régionale? Combien de personnes sont concernées? Vous êtes basé où? À la direction jeunesse et sport, dans un CHU? Comment ça se passe très concrètement? Concrètement, l'antenne est située au sein d'un centre hospitalier. Ça, c'est la loi qui le souhaite. Il y a une convention qui est passée entre
le ministère des Sports via la direction régionale avec le centre hospitalier régional. Et ça, c'est une très bonne chose que ce soit implanté au sein d'un centre hospitalier. C'est une garantie de probité et d'indépendance. Certains voudraient faire migrer les antennes au sein des CREPS parce qu'il y a davantage de sportifs dans les CREPS. Certes, il y a davantage de sportifs dans les CREPS, mais est-ce que ce sont ceux-là qui sont les plus dopés? C'est pas sûr du tout. Et puis, dans les CREPS, ce sont essentiellement les formateurs sportifs qui agissent. Le médecin n'est là qu'accessoirement. Je pense que c'est vraiment une bonne chose que ce soit au sein des centres hospitaliers, même si l'antenne peut déléguer, peut déporter une consultation au sein d'un CREPS. Mais j'ai entendu la proposition de médecins dans les CREPS, ça ne me paraît pas réaliste, d'autant qu'il n'y a pas de CREPS dans toutes les régions. Par exemple, en Basse-Normandie, nous n'avons plus de CREPS. Et sinon, c'est un ou plusieurs médecins, un ou plusieurs psychologues. Il y a des infirmières dans certaines antennes, il y a toujours un secrétariat. Le médecin lui-même est soit médecin du sport, comme je le suis, soit pharmacologue. En fait, par exemple, le directeur de l'antenne de Nice, M. Jacomet, est un pharmacologue, soit psychiatre. À Lille, nous avons le professeur Parquet qui est psychiatre. À Nantes, c'est également un psychiatre, etc. Donc ça, chaque antenne est organisée de façon différente. Et chaque antenne assure un accueil téléphonique et assure des vacations, des créneaux pendant lesquels les sportifs peuvent venir consulter. Est-ce que les médecins placés dans des endroits différents en fonction du cas de chacune des antennes ont des contacts réguliers avec les médecins des fédérations sportives? Je pense que oui. Alors, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de médecins impliqués dans le sport, nous avons forcément des contacts avec les fédérations sportives. J'étais à une réunion il n'y a pas très longtemps à la Fédération française de cyclisme. Je m'occupe du sport santé. Je ne parle que de moi parce que je sais ce que je fais pour la fédération de basket et pour la fédération du char à voile. Mais je pense aussi à celui du Limousin, Bugeaud, qui est impliqué dans le basket également, qui est médecin régional du basket. Enfin, à peu près tous, on les retrouve à un niveau ou à un autre dans la chaîne des médecins du sport. On n'est pas si nombreux que ça à faire vraiment de la médecine du sport en France. Donc forcément, on se retrouve un peu dans tous les circuits. Merci. Madame Michel a demandé la parole. Allez-y, madame. Oui. Vous avez dit que le sportif qui se dopait était une personne en bonne santé et qu'on ne se souciait pas que demain il ne le serait plus. Alors, est-ce qu'on a des études, des stats sur les maladies développées par les sportifs qui se seraient dopés? Est-ce que c'est un sujet qui est étudié? Alors, bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe, mais il est assez difficile de faire une étude sur la consommation de produits illicites quand la population qui se livre à cette consommation est de petite taille. Parce que ça n'est pas comme la drogue. La drogue, ça va toucher des centaines de milliers de personnes, alors que le dopage est quand même relativement limité en nombre. Donc en fait, on n'a pas des études très frappantes sur les pathologies que ça peut engendrer. On a des connaissances médicales qui nous disent qu'a priori, ça peut engendrer ça. Et puis on a des cas cliniques qui peuvent ressembler à des anecdotes. On peut penser à la mort d'Anctil, par exemple. On peut penser à la mort de Florence Griffith-Joyner, par exemple. On se pose beaucoup de questions quand un sportif ou ancien sportif relativement jeune fait une mort subite, mais on n'a pas toujours la preuve. On ne fait que se poser des questions et heureusement qu'on ne conclut pas, parce qu'avant de conclure, il faut quand même pouvoir prouver. Merci. Monsieur Chauveau. Merci de toutes vos explications. Juste, je voudrais, quand un jeune, notamment dans les jeunes, les amateurs, quand
bon, tous les jeunes sont obligés de passer des licences. Est-ce que quand on leur donne, ils sont obligés donc de passer chez le médecin pour faire signer la licence. Est-ce que les examens sont suffisamment performants? Est-ce que dans les examens et les analyses, est-ce qu'on peut faire des analyses pour voir si le jeune déjà a fait quelque chose de répréhensif? Est-ce que, à votre avis, ça peut être détecté un petit peu avant et après, je ne vais pas dire moralisé, mais accompagné? On n'a pas le droit de faire d'analyse, en quelque sorte, à l'insu du patient. Donc, à chaque fois qu'on fait une analyse, il faut expliquer au patient pourquoi on fait ce prélèvement, ce que l'on va doser, et il faut lui communiquer les résultats. C'est le problème avec le sérodiagnostic du VIH, par exemple, pour un couple. On est obligé de donner le résultat. Ça peut créer des problèmes. En revanche, au cours de cette consultation que certains voudraient voir disparaître malheureusement, ça c'est une opinion personnelle, en revanche, le médecin, et c'est ce que je fais personnellement, doit avoir un entretien, doit apprécier l'état psychologique du jeune. On a des petits questionnaires aussi que l'on peut faire passer, et j'évoque pratiquement systématiquement la question du dopage. Ne serait-ce qu'au travers des médicaments qu'il prend, je lui apprends à lire la notice d'un médicament, à chercher sur Internet quand le produit est dopant ou non, mais ça, c'est un message que je délivre tous les jours. Encore une fois, je parle de ce que je fais et je voudrais bien que mes confrères fassent la même chose. Un complément de réponse. Pardon, Stéphane Mazard. Oui, docteur, deux, trois questions. Est-ce que, selon vous, les médecins sont suffisamment bien formés? Le médecin généraliste est suffisamment bien formé? Deuxième question, est-ce que il y aurait à développer plus la prévention au sein des établissements scolaires? Et est-ce que le cours d'éducation physique et sportive peut être un lieu, justement, où ce type de message peut passer? Et troisième question, qui est d'après vous aujourd'hui le jeune le plus vulnérable? Est-ce que c'est celui qui est déjà dans la filière du centre de formation? Est-ce que c'est l'adolescent? Est-ce que voilà. Sur la dernière partie, c'est un peu difficile de vous répondre parce que, et ça vous a été dit, je crois, dans une autre audition, c'est surtout l'ego qui motive les gens. Quand je fais des exposés sur le dopage, je donne souvent comme exemple le film avec Souchon et Adjani, dont j'ai oublié le titre, L'été meurtrier. Et le frère de Souchon fait du vélo et il finit par tricher pour enfin avoir son nom dans le journal. Ça, c'est la motivation. Parce que tous ses copains se moquaient de lui, parce qu'il arrivait toujours dernier ou presque. Donc voilà ce qui va motiver quelqu'un, d'abord pour gagner. Il y a les parents aussi qui vont être motivés pour que leur enfant gagne et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a eu cette histoire du père d'un joueur de tennis qui avait drogué les rafraîchissements de l'adversaire. Bon, donc vraiment tout le monde est tenté par le dopage. Si vous mettez une tarte aux fraises sur la table, tous ceux qui passent à côté vont avoir envie de la prendre. Surtout si c'est sans risque. Et les gens pensent toujours que c'est sans risque. Expliquer à un jeune que dans 20 ans, il va être malade, dans 20 ans, il n'a aucune idée de ce que ça représente dans 20 ans. Surtout quand c'est quelqu'un comme moi qui lui parle et qui suis manifestement un vieux. Donc, le message de prévention doit être adapté à ce public-là et c'est vraiment tout le monde qui est concerné. Quant à la question du lieu de cette prévention, bien sûr, l'école est un lieu de choix. Et quand on a commencé en 2002-2003, on a proposé à tous les proviseurs de faire une information auprès de leurs élèves
à propos du dopage, en particulier quand ils avaient des sections sportives. Et au début, on a recueilli un accueil qui était tout à fait enthousiaste, et nous avons eu des réunions dans un certain nombre de lycées. Et puis, petit à petit, de collèges, pardon, plutôt que des lycées. Enfin, on a fait les deux. Et puis, petit à petit, on a vu cet enthousiasme s'amoindrir, et on a senti que les proviseurs commençaient à en avoir marre du dopage et d'entendre parler de dopage. Il n'y avait plus l'actualité. Peut-être que cette année, si on refait une campagne du même type avec l'affaire Lance Armstrong, ils vont à nouveau nous accueillir. Mais ils aiment bien ce qui est nouveau, et c'est comme ça que... non, je vais dire des bêtises, mais enfin, on a vu des sectes arriver dans les écoles. Donc, il faut absolument qu'ils en soient persuadés. Alors, on peut faire ça à la place d'un cours de gym. On peut imaginer de faire ça pendant un cours de sport. Parce qu'il y a différentes, il y a l'exposé formel, mais on peut aussi faire des exposés sous forme d'atelier théâtre, sous forme de jeux de rôle. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Les médecins suffisamment formés ou pas? Les médecins ne sont absolument pas formés, puisque ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on a commencé à introduire ces cours dans le cursus de médecine. Régulièrement, je vais faire des formations médicales continues sur ce thème-là auprès de mes collègues généralistes. Alors, encore une fois, le dopage n'est pas la priorité du médecin généraliste. Ils ont déjà à se former en continu sur toutes les autres pathologies. Et donc, on comprend un peu qu'ils délaissent un peu cet aspect s'il n'y a pas une force en face qui leur propose. Et ils finissent par se dire, ah bah si, ça, ce sujet-là est intéressant. Mais il y a des lacunes chez mes confrères. Et il faut dire que c'est tellement complexe, la réglementation du dopage, la liste des produits qui changent tous les ans. Voilà, c'est un peu dur pour eux, mais on essaie de progresser. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, docteur, lorsque l'on a un sportif qui a été sanctionné, après sa suspension, normalement, il doit repasser, vous voir, il doit passer par une antenne. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs cas. Il y en a qui abandonnent la compétition. C'est une bonne chose. Ils n'ont plus de problème de dopage, puisque le dopage n'existe que lors de la compétition sportive. Dans un tas d'autres activités de la vie sociale, il y a des gens qui prennent des médicaments réputés dopants et qui n'ont rien à craindre. Le sportif peut renoncer à la compétition et continuer en loisir uniquement, ou bien certains vont courir à l'étranger. Il m'est arrivé de voir un sportif qui venait 2 ans après la fin de sa suspension pour récupérer sa licence française, parce que pendant tout le temps de sa suspension et pendant ces 2 années-là, il avait couru avec une licence espagnole, et puis finalement, il voulait revenir en France. Voilà. Vos campagnes de prévention, parfois vous avez recours à d'anciens sportifs ou des sportifs toujours en pratique? On a recours à toutes les bonnes volontés, qu'ils soient anciens sportifs ou sportifs en cours d'exercice. Mais ce n'est pas facile d'aller trouver d'autres bonnes volontés que la toute petite équipe dans laquelle nous sommes. En termes de moyens financiers, votre souhait, c'est que la prévention relève de la part nationale du CNDS. Ça serait donc à vos yeux la traduction justement d'une priorité nationale. Mais, quand il y avait cette part nationale qui était réservée, on avait un budget qui n'était pas mirobolant, mais au moins on était sûr d'avoir un peu d'argent. Et là, avec 8 000 €, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire cette année. Et à Nantes, ils passent de, je ne sais pas combien ils avaient, mais ils vont passer à 35 000 €, quelque chose comme ça.
mais ils avaient beaucoup plus parce qu'ils avaient une part du BOP aussi qui leur était attribuée. Et donc, ils pouvaient avec ça gérer le site national des antennes. La communication, on a beaucoup de mal à la faire. On m'a dit qu'au cours de la discussion sur l'attribution de la subvention à l'antenne médicale, certains avaient cherché sur Google AMPD de Basse-Normandie et n'avaient pas trouvé. Manque de patience aussi, parce que s'ils étaient allés jusqu'à la 3e page, ils auraient trouvé. Mais ça devrait apparaître à la première page. Alors, pour faire de la communication, il faut avoir des moyens. Le ministère nous oublie, même sur ses affiches. Et donc, si personne ne parle de nous, personne ne va savoir que nous existons. Alain Dufault. Oui, docteur, une question qui concerne votre profession. C'est vrai qu'on a auditionné pas mal de sportifs de haut niveau qui, quelquefois, nous disaient d'accord, on a été dopé, mais c'est peut-être aussi parce qu'on faisait confiance à des médecins ou à des médecins d'équipe ou de fédération qui leur conseillaient des produits dopants à leur insu. Bon. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à de telles affirmations ou pas? Dans les années 50, peut-être. Mais c'était peut-être aussi un dopage qui a été effectué à l'insu des médecins, qui n'avaient conscience que des effets positifs sur la forme apparente du sportif, sans prendre conscience qu'il s'agissait d'un produit dopant. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Bon, après, il y a eu des médecins malhonnêtes. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Il n'y a pas de raison, il n'y ait pas de médecins malhonnêtes. Donc ceux-là l'ont sûrement fait dans un intérêt financier. À tous les coups. Je pense que celui qui s'est occupé de Ben Johnson a fait une erreur de prescription. On peut le dire comme ça. Mais il y a un autre aspect, parce que Ben Johnson, qui avait pris pas mal d'anabolisants, avait peut-être le foie un peu abîmé, ce qui a retardé l'élimination des produits. Bon. La faute du foie de Ben Johnson. Pardon? C'est la faute du foie de Ben Johnson. Voilà. Mais il y a eu aussi ce médecin dont j'oublie le nom qui travaillait, Belloc, qui travaillait dans le sud, dans le midi, et sud-ouest, oui, et qui, lui, avait la théorie de la compensation. Alors il disait, quand on fait du sport, on retrouve moins d'androgène, donc il faut en redonner. Il y a moins de testostérone, donc on fait des injections de testostérone. C'est pas très logique. Si vous gonflez un pneu à 2 bars, vous mettez 500 kg sur le pneu, il va s'écraser un petit peu. Vous n'allez pas remettre de la pression dans le pneu, sinon il va exploser. Ben, c'est ce qui s'est passé avec les sportifs. Donc, il y a eu soit des médecins malhonnêtes, soit de mauvais médecins. Et puis c'est tout. En général, les médicaments sont plutôt détournés par les cadres sportifs, qui ne sont pas des idiots, qui savent lire, et donc qui connaissent les effets de telle ou telle molécule, et donc qui les détournent pour leur usage. Il y a eu récemment des médicaments qui ont été créés à fin de dopage exclusivement, mais c'est exceptionnel. Il y a eu un dérivé d'androgène, dont j'oublie le nom, j'ai décidément pas de mémoire, qui a été découvert à l'occasion des Jeux de Salt Lake City. C'est une molécule qui n'existait pas dans la pharmacopée, donc qui n'était pas recherchée. Et puis, les laboratoires de contrôle ont appris que cette molécule existait, ils l'ont recherchée et ils l'ont retrouvée dans un tas de prélèvements qu'ils avaient conservés. Mais c'était le premier cas de molécule conçue pour doper. Maintenant, il semblerait qu'il y en ait d'autres qui soient conçus un peu dans le même cas. Sinon, c'est un détournement de médicaments normaux. Quand l'EPO, qui est bien connu, est un médicament qui est utilisé chez les insuffisants rénaux qui ont une anémie. Ce sont des patients en fin de vie. Quand ils meurent, il reste des ampoules. Et qu'est-ce que vous croyez que ça devient? À la poubelle, sûrement pas. Non, je crois qu'il y a, j'avais entendu un chiffre un jour, 30%
c'était il y a 7-8 ans ça, il y a 30% des ventes de PO qui sont expliquées par les prescriptions médicales. Voilà. Et les complicités sur les attributions d'AUT aussi, il y a des médecins qui ont été... Je suis moi-même expert pour les attributions d'AUT. Je ne crois pas avoir... Non, je ne parle pas de vous. Hein, non, non. Et puis en fait, on ne sait pas du tout ce que font les autres équipes parce que on se retrouve souvent au sein d'un même groupe. On est 3 experts par AUT et les gens qui sont co-experts avec moi, il y en a 7 ou 8, mais je ne fais pas de travail avec tous les experts. Mais les AUT, c'est quand même de temps en temps un problème parce que là, j'ai eu récemment un sportif allergie au latex et au kiwi. Une crise, une piqûre de corticoïdes. Bon, on a été d'accord. 1 mois plus tard, le même sportif, même dossier médical, encore une injection de corticoïdes. Là, on a dit, vous poussez un peu. On a refusé. 1 mois plus tard, le même. Bon, bah dans ces cas-là, on évite les kiwis et puis on achète des préservatifs sans latex. C'est dur, la vie. Il existe un programme national de prévention du dopage. Est-il pertinent? Et y avez-vous été associé lors de son élaboration? Vous avez déjà plus ou moins En tant répondu, qu'antenne, absolument pas. Et donc, je ne connais pas le contenu de ce plan. C'est bien ce que je disais, acteurs disparates, il n'y a pas de coordination des actions. Je me tourne un peu vers mes collègues. Une question qui aurait pu être la dernière, mais qui ne sera pas la dernière, ce sera la dernière pour moi. Estimez-vous aujourd'hui que le milieu sportif pratique la loi du silence sur les questions de dopage? Vaste question. Sûrement, puisque je n'en entends pas parler. Mais encore. Non, c'est sûr, parce qu'on découvre après coup certaines affaires. Et donc, forcément, les gens savent, mais ne le racontent qu'au passé, pas au présent ni au futur. Alain Néry. Oui. Docteur, vous venez de parler des AUT. Oui. Mais moi, je ne comprends même pas pourquoi, pour la première fois, vous leur avez donné l'autorisation de faire une piqûre de corticoïdes. Parce que, de 2 choses l'une, je ne sais pas si ce sportif était professionnel ou amateur. S'il était professionnel et qu'il ait besoin d'un traitement pour se soigner, comme il est professionnel, il est dans la situation de l'employé qui est malade. Donc, dans ces conditions-là, on lui fait un arrêt de travail, il ne participe pas à la compétition. Il n'a pas besoin d'AUT. Ou il est amateur. Bon, écoutez, s'il ne peut pas faire son activité sportive de plaisir, ben, il ne le fait pas ce dimanche-là, il le fera le dimanche suivant. Mais il n'y a pas de raison de lui donner l'AUT. Moi, je pense que l'AUT est la source de beaucoup de dérives et qu'il conviendrait simplifier les choses. Quel est votre avis? C'est un raisonnement qui est très juste et que je tiens très souvent pour refuser des AUT, parce que je ne suis pas contre le fait que les sportifs prennent des corticoïdes, mais en général, le repos est sûrement le meilleur médicament et doit toujours accompagner la prise de corticoïdes ou d'autres médicaments. Mais quand on a un épisode aigu, ça ne me paraît pas très logique de remonter sur le vélo ou de courir derrière le ballon pendant cet épisode aigu. Alors, après, bon, on ne va pas rentrer dans des conditions médicales, mais ces corticoïdes mettent un certain temps à s'évacuer. Ce genre d'épisode de crise aiguë, normalement, en 48 heures, c'est résolu. Et donc, s'il y a une compétition qui est là toute proche, on peut éventuellement comprendre que le sportif ait au moins envie de retourner s'entraîner pour ne pas être déconditionné. Or, il peut y avoir des contrôles à l'entraînement sans AUT, il se fait contrôler positif. Mais ce raisonnement que vous tenez, je l'ai souvent tenu moi-même pour refuser
enfin pour exprimer mon refus à mes deux autres collègues, parce que sans arrêt sportif, les traitements sont bien souvent inutiles. Bon, sauf dans certains cas, on ne va pas demander à un diabétique d'arrêter son insuline, par exemple. Voilà, mais ça, pour les corticoïdes, en plus de ça, on est fatigué quand on a fait un épisode, d'œdème de Quincke. Mais on est à distance, on n'a pas de photo, on n'a pas vécu l'épisode. Voilà. Merci. Ce seront sans doute, parce que je suis obligé d'avoir un œil, si on n'a pas le chronomètre, mais sur l'horloge. Monsieur le rapporteur, je crois que vous avez encore 2 questions. Oui. Donc, vous êtes des structures décentralisées, en l'occurrence au niveau régional. Avez-vous des relations suivies avec les structures décentralisées du mouvement sportif, les CROSS, les CDOS, sans parler des structures départementales et régionales, des fédérations sportives elles-mêmes? En général, nous avons tous des relations avec effectivement le CROSS et avec les CDOS. Parce qu'à partir du moment où on est identifié comme des personnes qui luttons, qui essayons de prévenir le dopage, forcément on a des relations avec ces gens-là. Ça dépend des régions, c'est une affaire de personnes, vous le savez bien au départ, mais en Basse-Normandie par exemple ça se passe bien, je sais que Stéphane Prétagu à Nantes ça se passe très bien, Benoît Vessel à Reims ça se passe très très bien, enfin, je pourrais vous en citer plein. Je connais un cas dans lequel ça s'est très mal passé. Ça, c'est autre chose. Et je ne vous dirai pas où. Mais sinon, en général, oui, on a de bonnes relations avec le milieu sportif. Quel regard général, quelle appréciation vous portez sur l'organisation et l'efficacité de la lutte antidopage en France? Je ne m'intéresse pas réellement à la lutte. Si vous me permettez, ce sera votre conclusion. Si vous voulez être un peu plus complet, plus long, n'hésitez pas. Non, mais je ne m'intéresse pas réellement à la lutte. Nous ne sommes pas chargés de la lutte contre le dopage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prévention. Et quand au début, nous étions antenne médicale de lutte et de prévention, la lutte, je ne voyais pas comment la faire avec nos petits moyens. On a bien des idées pour faire du dépistage du dopage, mais là encore, c'est limite, il faudra passer par... Bon, on va sûrement le faire. Mais nous, notre propos, c'est la prévention. Et s'il n'y a pas une bonne prévention, on ne pourra pas éviter qu'il y ait autant de dopés. C'est la même chose avec le tabac. Ce qu'il faut, c'est éviter que les jeunes ne commencent à fumer. Une fois qu'ils ont commencé à fumer, c'est un peu tard. Alors après, par exemple, le cannabis qui est très discuté à la fois comme dopant, j'espère qu'il ne va pas être retiré de la liste. Mais même sur le plan légal, on dit que le cannabis finalement n'est qu'une drogue festive. Mais avec du cannabis, vous avez une modification de la conscience, une modification de l'état psychique, et alors laisser... ne serait-ce qu'un cycliste qui dévale à 70-80 km/h un col, avoir du cannabis dans le cerveau, moi, ça me paraît très dangereux. Je me souviens d'un motard qui disputait le championnat de la montagne de moto. Donc, on va assez vite quand même. Ils sont à 200 km/h, il faut qu'ils prennent pour prendre le virage, à 80. Et il avait été exclu, il était en tête du championnat, il avait été exclu pour cannabis, justement. Moi, ça me paraît normal. Même s'il n'y a pas une augmentation réelle de la performance, il y a une prise de risque qui est facilitée. Et la prise de risque est non seulement pour le sportif, mais aussi pour les spectateurs. Donc ça me paraît très dangereux. Et ça, ce message de prévention, il faut vraiment le porter. Avez-vous, docteur, encore quelque chose que vous auriez souhaité nous dire? Vous avez la parole pour quelques minutes encore. Je pense que cet organe que j'ai évoqué, cet organe pour gérer la prévention en France, plutôt que de faire des petites actions chacun dans son coin, ce serait vraiment une bonne chose. Mais
c'est au législateur de le voir. Et j'ai lu dans les comptes rendus des séances précédentes qu'effectivement, je ne suis pas le seul à déplorer le manque d'efficacité de la politique de prévention. Sont-ce vos derniers mots? Mais oui, monsieur. Donc les miens seront de vous remercier très sincèrement d'avoir voulu participer à cette rencontre. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, de reparler avec vous de tout cela dans quelques semaines lorsque le rapport final sera achevé. Docteur, merci. Je vous en prie.